Je souhaiterais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont avec nous sur Zoom pour ce qui s'avère être une session particulièrement stimulante dont le sujet est le musée et l'empathie. Dans ces temps où le choc de la pandémie a fermé nos portes pendant si longtemps et de façon avérée, les musées arrivent tout doucement à ouvrir avec certaines limitations, malheureusement. Euh, mais cependant, je dirais que ça a été une façon intéressante pour nous d'évaluer comment les musées vont se développer dans ce futur proche. De nombreuses questions qui ont été relevées ont d'ailleurs été posées par des professionnels plus jeunes dont le métier ou les revenus sont à risque. Et cette réflexion s'est faite pas dans un but conservateur, mais au contraire avec une volonté de développer et d'accéder à des changements positifs pour poursuivre les objets que l'on peut nominer dans de nombreuses collections euh, sont que les caractères inévitablement représentés de certaines collections ne seraient euh, plus présentés de la même façon. Notre panel cet après-midi contribue à ce mouvement émergent pour cette pratique qui ne veut plus laisser cet affect de la réponse, mais intégrer tous les participants. Le mot à considérer, c'est l'empathie. Les rencontres correspondent à des objets et sa profondeur d'existence historique ou à travers des expériences partagées ou à travers même encore de nouvelles façons par lesquelles les musées sont capables d'intégrer les diverses communautés dans un espace partagé. Un de nos orateurs, Dr. Kartner, appelle ça le temple de l'empathie. Notre première contributeur, c'est Elif Kokjem, qui est une professeure d'art islamique, va nous faire part de l'art en tant qu'outil empathique, nous permettant de réaliser notre connectivité dans tout ce qui existe et dans notre réalisation plus large de cet esprit d'unité. Il est essentiel à résoudre des problèmes les plus complexes, surtout dans leur réappropriation de l'espace. Et elle a une vision intéressante sur la façon dont les musées peuvent se dessiner pour accueillir cette empathie. Il ne faut pas le prendre pour acquis, mais au contraire, il faut reprendre son expérience. Dr. Keltner, qui nous parlera de UC Berkeley, nous parlera de son idée du musée comme temple, développant le centre de l'empathie pour les arts usuels auprès de l'Institut d'art de Minneapolis. Il est un académicien et psychologue et permettra de voir comment les musées se retrouvent face aux œuvres extraordinaires tout en dirigeant les façons de percevoir les identifications avec les ressentis de chacun. Helen Chatterjee du Collège universitaire de Londres va nous démontrer comment elle envisage l'art, la culture et la participation créative. Ayant un impact remarquable sur la santé physique et mentale. Ici, elle a un intérêt particulier chez les personnes âgées qui souffrent d'isolement et pour qui le musée et les œuvres d'art peuvent aider à se soigner.
Maral Jules Bedoyan, directrice du musée et du parti éducation au Louvre d'Abu Dhabi, également a trouvé les contributions manifestes de l'art pour le bien-être et la santé. Et notre dernier orateur, Dahir Hussein de l'Université de l'Ohio, où elle était chancelière de l'École d'art et d'esthétique, conclura en adressant la situation de l'art tribal indien dans les musées à une époque où le- l'aspect tribal chez les indigènes sont soulevés par beaucoup de stress. Ensuite, nous aurons une quinzaine de minutes de discussion avec le panel et nous répondrons aux questions que vous êtes invités d'ailleurs à écrire dans la petite case de questions et réponses que je partagerai avec nos orateurs. Sans plus attendre, je voudrais passer le micro maintenant à Elif Kochenet. Elif, vous avez besoin de... Voilà, faire marcher votre micro. Merci. Merci Tom, encore une fois, pour cette présentation et merci à notre hôte et à tous les coordinateurs pour avoir organisé cet espace pour nous, pour cette conversation. Pendant les 10 prochaines minutes, je vais tenter de vous donner un peu une aperçu de l'empathie dans le contexte de l'initiative muséale, suivi par quelques leçons apprises à travers nos projets, quelques suggestions de comment nous pourrions, de façon collective, mettre en place ces idées pour aller de l'avant. Je peux demander la prochaine diapo, s'il vous plaît? Super. L'empathie et la description de l'empathie, c'est l'habilité de ressentir l'autre. Quand on prend la perspective de l'autre et qu'on l'imagine, ça pourrait être moi. On se met à la place de l'autre, ce qui nous inspire à agir pour éliminer le problème comme s'il était le nôtre. L'empathie, dans le contexte de l'interdépendance, est essentielle pour le développement de l'esprit, pour un esprit de compassion nous permettant une survie collective. La bonne nouvelle est que la recherche nous permet de savoir que l'empathie peut être apprise et peut être pratiquée pour l'apprendre, tout comme quand on va à la salle de gym pour développer nos muscles, nous avons besoin de créer ces espaces et ces expériences qui nous permettent de développer notre empathie. Et parce que ceci doit être une étude de cas, je me suis dit que j'allais vous montrer rapidement comment nous développons l'empathie dans les musées, comment cela peut être utile. J'ai recherché et exploré l'empathie dans mes initiatives depuis 2013. Cette exploration qui a commencé comme un voyage personnel en 2006 s'est transformée en un véritable projet de livre en 2014. Surtout dans un monde évoluant très rapidement, et cette collaboration de 2 livres, avant tout l'empathie à travers les musées, le designing pour l'empathie, ainsi que l'expérience muséale qui est sortie en 2019 de la publication AM, Alliance américaine des musées. Et collectivement, nous avons rassemblé des centaines de penseurs et des experts à travers le monde pour créer de façon active des solutions dans le monde et des déficits dans ce monde. Notre sommet nous a emmenés en Inde le dernier mois, en octobre 2020. Nous avons conclu le dernier sommet pour l'empathie en 2020, qui était effectivement un événement virtuel et qui est actuellement disponible en ligne pour visionnage. Actuellement, l'initiative est dans le processus d'évoluer pour une organisation non lucrative qui s'appelle Org-One, l'organisation des réseaux pour l'empathie. Cette organisation nous permettra de rentrer en partenariat avec un groupe divers d'institutions pour nous permettre de développer l'empathie dans le monde. Une de mes explorations dans l'empathie m'a permis de découvrir le Louvre à Abu Dhabi il y a quelques années. Ceux qui ont visité ont aussi reconnu que
Il y a le portrait de Rumi à l'entrée de l'immeuble qui interpelle tous les visiteurs, ce qui veut dire que tous dans l'univers vivent au sein de vous. Je pense que cette citation est essentielle dans notre discussion ici aujourd'hui et notre compréhension de l'empathie pour l'humanité, l'environnement et notre planète. La citation de Rumi représente une façon particulière d'observer notre univers et notre place dans l'univers. Elle perçoit tout comme une existence, c'est la manifestation d'une source unique. C'est une manifestation, ce monde qui reconnaît et apprécie tout comme être vivant. Ici, l'être humain n'est pas un individu seul, indépendant ou désengagé des autres qui l'entourent, mais au contraire, il est une partie essentielle et unique, bien au-delà de lui-même. Et voulant dire qu'il a la capacité de générer toutes les qualités qui l'entourent en prenant la forme d'une forme humaine. Mais tout ce qui est dans l'univers autour et nous permettant de retrouver la source. Parce que la façon dont nous le voyons et la façon dont nous le vivons, les êtres humains ont la capacité de se percevoir dans cette interdépendance et cette unité et qui ont la particularité de pouvoir démontrer l'attitude ou les comportements, ce que nous considérons comme étant l'autre. L'empathie nous permet de nous connecter à nous-mêmes avec les autres, tout en nous éveillant dans l'interconnectivité, en faisant partie d'une humanité de la planète dans son entier. L'interconnectivité calibre et harmonise nos valeurs, nos attitudes et notre comportement. En appréciation de cela et dans ce tout interdépendant ou cette unicité, cela nous inspire à nous engager, à interagir avec elle de façon altruiste et les trouvailles et recherches scientifiques récentes nous ont permis de constater cela, une expérience que nous souhaitons découvrir. Non seulement nous voulons nous connecter, mais nous voulons également trouver des moyens de servir le monde. Cette empathie peut être enseignée à travers des expériences, créant des expériences où des individus peuvent développer leur potentiel et s'élever dans des espaces de non-jugement qui demeurent essentiels. Voici où les musées trouvent leur place. Développer l'empathie à travers les musées contribue 15 chapitres développés par des experts qui expliquent une variété de musées, que ce soit des musées d'art ou vers les musées des enfants ou bien les sciences ou même les droits civils ou même un secteur pour adultes. Aujourd'hui, ils sont développés de 3 façons pour démontrer comment les musées ont développé la partie de l'empathie comme une valeur essentiellement institutionnelle, éducative ou dans le concept, ou même un phénomène dans le musée de l'art et l'expérience. Une autre leçon apprise de ce bouquin est que malgré la diversité qui a approché l'empathie, tous ces musées possèdent une force commune dans la façon où ils sont capables de développer empathie dans notre monde, développant l'espace pour d'autres, en créant des opportunités de dialogue à travers des récits, en créant des opportunités d'apprentissage par l'expérience, en apportant différents espaces pour la contemplation. Alors que je passe en revue l'exploration de l'empathie, je voulais savoir qu'en est-il des récits qui la rendent une expérience si empathique? Quels sont les autres ingrédients qui peuvent en faire partie? Si nous comprenons tout cela, pouvons-nous créer un concept pour cela, pour que l'empathie n'est pas un produit d'expérience, mais un résultat intentionnel. Ces explorations sont au cœur de mon deuxième bouquin, Designing for Empathy. Ici, j'ai invité 25 contributeurs qui ont inclus des experts de musée et pas, et je leur ai posé 3 questions. La première était: qui et quel est l'objet ou l'autre de votre empathie? Comment percevons-nous l'autre lorsqu'on regarde dans les yeux du cœur, de l'esprit ou l'expérience consciente, la vision du monde ou la réalité augmentée? La deuxième question était: quels sont les ingrédients de l'alchimie de l'empathie, d'un changement de perspective transformative, et que pouvons-nous apprendre de ces qualités pour qu'elles puissent l'utiliser à bon escient? Donc l'alchimie de l'empathie, les ingrédients sont l'intentionnalité, l'intersectionnalité, la proximité, la curiosité, le jeu, la vulnérabilité, l'émerveillement, la contemplation, le récit, la synchronicité, le voyage ou le parcours collectif
Et ces ingrédients n'ont pas des coins qui sont abrupts, mais au contraire, ce sont comme des gouttes d'eau. Ce sont des graines intégrées qui existent les unes avec les autres, comme par exemple de briser le pain, de partager le pain est une des alchimies, un des éléments de l'alchimie de l'entente avec les autres. Tout comme les espaces où la conversation peut avoir lieu, ou le courage qui ont participé à ce défi. La dernière question pour ce cadre a été: quels sont les spectres de l'empathie? Jusqu'où souhaitons-nous vraiment nourrir cette empathie? Quel est le but ultime? Quel est le rôle de l'empathie dans notre volonté de dessiner nos valeurs pour l'environnement? Qu'attendons-nous pour de l'éducation, l'entrepreneuriat, et comment pouvons-nous avancer l'éducation, le design et le progrès social? Je voudrais donc résumer mes recherches ou mes apprentissages sur ces 5 perspectives lorsque l'on cherche à développer l'empathie dans nos institutions. Avant tout, nous préparer à un parcours qui est long. Le développement de l'empathie ne se passe pas avec une recherche, un début et une fin. C'est un voyage permanent. Les musées partagent l'ingrédient clé de l'empathie. Plus que toute institution que notre civilisation ait créée, tout type de musées sont équipés de façon unique pour servir de plateforme qui nourrissent l'empathie comme compétence de vie à travers des apprentissages expérimentaux, des conversations et la contemplation. Dans le contexte de notre interdépendance et les problèmes à laquelle la planète fait face, nous avons la responsabilité de nous investir dans le développement de l'empathie. L'empathie, comme résultat, est aussi le début. Lorsque des institutions décident d'explorer le développement de l'empathie, ils réalisent rapidement que ce sont des espaces qui nourrissent l'empathie. Ils doivent s'observer dans la glace et évaluer leur héritage, leur politique et leurs pratiques pour voir quelles sont les démarches qui sont à entreprendre pour être des modèles. Et ceci, évidemment, est un processus qui inclut les individuels et les dirigeants qui font cette organisation. Des standards établis ainsi que des meilleures pratiques existent aussi. Juste avant d'embarquer dans un voyage collectif, il est indispensable d'être d'accord sur les valeurs partagées, les terminologies, les standards et les meilleures pratiques qui doivent être utilisées. Les réponses à ces 2 questions mentionnées plus tôt peuvent aider à nous guider à trouver les bons partenaires et les bons outils. Comment identifions-nous et percevons-nous l'autre? Quel est l'objet de notre empathie? Quels sont les ingrédients et le spectre ou le cadre de cette empathie? La 4e perspective serait l'exploration de l'alchimie des choses. Nous savons de façon intuitive que certaines choses ont le pouvoir de nous rapprocher, comme les récits, le voyage commun, le parcours commun, le jeu et l'humour. Quels sont d'autres éléments qui nous permettent cette expérience de changement, et comment pouvons-nous en apprendre plus sur cela venant des experts qui nous arrivent du monde entier? Ici, les récits sont très importants. Les musées sont un miroir vers lequel nous pouvons apprendre de nos relations passées avec les uns et les autres dans un environnement qui a été prédestiné, créer le présent et imaginer le futur. Ce sont des expériences où les individus peuvent expérimenter leur collectivité dans un environnement qui peut être créé au sein d'un musée. Enfin, positionner l'empathie comme une valeur partagée au travers différents secteurs. Ici, l'empathie se pose à résoudre de nombreuses problématiques, qu'ils soient sociaux, environnementaux ou même politiques, mais sous différentes formes. Il y a des plateformes qui nourrissent l'empathie, alors que l'empathie est une compétence de la force de travail future. Surtout dans les implications gouvernementales, elle doit être explorée plus en profondeur pour les industries et les communautés qui doivent y investir de façon collective. Investir dans l'empathie et dans le développement de l'empathie doit devenir un des indicateurs clés du succès d'une entreprise. J'ai essayé ici de partager certaines de nos recherches ici assez rapidement, en résumé,
tout ce qui pourrait débloquer notre potentiel humain et développer notre compassion, l'altruisme, l'unité et l'amour. Nous avons encore beaucoup à faire, mais le potentiel de l'empathie, je pense, est nécessaire et à mon avis, nous en avons les compétences. Merci à tous pour votre écoute et de m'avoir invité à participer dans cette conversation. Merci beaucoup. Merci pour cet excellent aperçu, résumé des contributions et des discussions à venir. Nous allons maintenant entendre Dr. Keltner qui sera virtuellement présent. Et donc, nous passons à Dr. Keltner. Bonjour, je m'appelle Dr. Keltner, je suis professeur de psychologie à UC Berkeley et j'ai été élevée par deux artistes. J'ai grandi dans des musées qui, je peux le dire, ont changé ma vie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un concept sur lequel j'ai travaillé en partenariat avec d'autres et j'ai étudié scientifiquement, qui est probablement traduit comme le musée comme temple empathique, si notre façon de cultiver cette force de l'empathie. Donc, qu'entendons-nous par empathie? Il y a une riche littérature scientifique qui a permis des milliers d'études qui divisent l'empathie en études, en compétences. Et nous pensons à l'empathie dans différents secteurs. C'est que nous ressentons ce que d'autres ressentent, c'est important dans la vie sociale. Deuxièmement, c'est où nous sommes capables de nous projeter dans l'esprit des autres et comprendre ce qu'ils ressentent. Et enfin, la troisième partie de l'empathie, c'est nous sommes capables de voir le monde à travers le regard des autres. C'est très difficile. Certains trouvent que c'est cognitivement impossible, mais là, ça fait partie de l'empathie. Et il s'agit ici de considérer la perspective d'un contexte, par exemple avec des personnages fictifs, ou d'autres pourraient penser que c'est à travers une peinture dans un musée. Ceci a été capturé par le poète Percy Shelley qui défend la poésie en disant que les plus grands secrets des morales, c'est l'amour. Nous sortons de notre nature propre et c'est une identification de nous-mêmes avec le beau qui existe à travers la pensée, l'action, la personne et pas de nous-mêmes. Un homme, pour être bon, doit imaginer de façon intense et compréhensive et il doit se mettre à la place des autres. Ce que Shelley dit ici, est vrai. Il faut penser à la fonction de la littérature et de la pensée et la musique. Les arts sont ce voyage, sont ce passage nous permettant d'imaginer le monde à travers le regard des autres. Pourquoi devons-nous nous soucier de ceci scientifiquement ou comme culture, de la fonction de nos institutions? Vous savez, quand vous pensez aux États-Unis, qu'un quart des citoyens américains visitent un musée d'art dans une vie, des millions, c'est beaucoup, de nombreuses personnes vont à l'Institut d'art de Minneapolis ou d'autres, mais c'est une opportunité pour nous de cultiver cette compétence d'empathie. Euh, Pourquoi cela nous interpelle? C'est une des compétences les plus importantes sur laquelle vous pouvez développer, échanger et raffiner dans votre vie. Donc, ce sont juste quelques études et quelques trouvailles. Et vous vous entendriez mieux avec vos collègues. Si vous vous formez, vous avez même de meilleures notes. Stéphane Cottain au Canada l'a dit, si vous arrivez à ressentir ce que les autres ressentent, vous arrivez même à vous développer, à être promu dans les rangs des finances, par exemple. C'est aussi une caractéristique. Par exemple, si vous êtes un enseignant, vous ressentez ce que les autres ressentent. Si vous êtes un médecin, vous ressentez également ce que vos patients ressentent et vous savez un petit peu ce qui se passe chez eux. Vous avez cette relation médecin-patient qui se développe et même des équipes sportives comme l'équipe de cricket au Royaume-Uni ou même des unités d'infirmières ou des équipes de basket sont plus productives et réussissent mieux quand elles travaillent ensemble et quand elles sont empathiques. Il y a une des
de façon directe pour atteindre cela. Lorsque nous réfléchissons à un musée et lorsque nous voulons voir, une exposition et déplacer une exposition et que nous envisageons les possibilités de visite d'un musée pour changer, la vie d'un individu pour le meilleur, une des façons de faire, c'est à travers l'empathie. Je vais vous donner qu'un exemple. Comment ça marche? Et ça, c'est à travers, la photographie et la peinture aussi, mais la photographie offre, 2 visions du monde, des visions que certains ne peuvent pas voir. Richard Avedon, qui a créé, ces photos pour de nombreuses personnes, c'est quelqu'un qui, fait partie de la classe aisée, qui va rencontrer ces, personnes errantes et qui va vouloir étudier cette partie de l'être humain. Diane Arbus a été connue pour capturer l'émotion de vivre en ville, dans sa façon de photographier, dans son style particulier, mais je ne peux que mettre en avant. Regardez, vous voyez cette photo de ces 2 enfants? Cela capture la joie et l'esprit de jeu des enfants, tout comme toute rencontre, qu'on puisse, avoir. J'ai fait beaucoup de recherches sur les classes sociales et la photo de Jim Goldberg en Californie, à Oakland, où il a fait cette chose assez inhabituelle, où il rentre chez les gens et il prend, des photos chez les riches et chez les pauvres. Il avait écrit sur les photos. Il demandait aux personnes d'écrire sur les photos et ces photos parlent de la nature véritable, heu, de la pauvreté, de la recherche et de la richesse, et elle est même plus efficace que toute recherche scientifique. Vous voyez ici, c'est, la pauvreté est nulle et c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans mes recherches. Et ce sont les musées que nous rencontrons, aujourd'hui et c'est comme ça qu'elles sont enrichies. Laissez-moi vous parler d'un partenariat dans lequel j'ai été impliquée avec l'Institut d'art de Minneapolis, et le Centre, d'empathie et d'art visuel. L'idée ici a été de véritablement orienter et penser aux musées comme un lieu d'expérimentation, un lieu d'exercice émotionnel. Un temple, tout simplement, où on peut orienter des visiteurs à exposer, à voir des expositions, à capitaliser sur le pouvoir de l'empathie. Il y a une nouvelle programmation, éducative, qui explique comment cela nous mène à l'empathie, à travers la simulation, la façon dont nous pouvons nous projeter dans la vie des autres. Nous voyons une peinture de Rothko et cela nous fait ressentir comme une dépression et avec, le centre d'art, l'Institut d'art de Minneapolis, ce que nous faisons, c'est que nous faisons avant tout des études de l'empathie en relation avec l'art pour montrer sur une échelle plus grande comment les enfants qui vont voir des expositions ou les plus âgés qui vont voir des expositions ont cette expérience d'empathie, hem dans leur visite. Est-ce que ça peut être, un ressenti, d'émerveillement? Est-ce que ça peut être, quelque chose qui est au contraire perçu par la beauté ou quelque chose de dérangeant, d'une souffrance? Donc on fait vraiment une véritable étude scientifique et très intéressante. Nous avons également travaillé en partenariat avec SIVA, c'est l'Institut d'empathie et d'art visuel, pour, créer des expositions, comme des voyages d'empathie et nous avons vu à travers une étude dirigée par Mia, mmh et je vous encourage d'ailleurs, à plonger dans cette recherche car ils ont vraiment mis le paquet pour voir comment nous pouvons faire appel à un observateur, ou à une personne, comment nous pouvons la pousser à aller voir, une exposition, l'engager émotionnellement et voir comment nous pouvons même nous concentrer sur des outils fondamentaux comme, relever des questions de perspective où nous, faisons réagir des enfants
sur l'art indigène d'un coin particulier des États-Unis, à savoir comment ils ont fait ce panier, comment ils ont été impliqués, comment ils ont créé ce schéma, ou bien même par rapport aux sciences ou aux humanités. Est-ce que cette narrative ou ce récit ou ces histoires ou ces moteurs d'empathie, de puissance peuvent développer des expériences ou projeter l'imagination de certains? Ou même à travers l'exposition, ce que nous avons besoin de faire, c'est d'écrire sur cette expérience. Mais il faut en faire ressurgir la mémoire ou le souvenir que ces individus ont par rapport à certaines expositions et ensuite le faire partager avec les autres. Et c'est incroyable de voir ce que d'autres pensent d'une œuvre d'art par rapport à notre réaction propre. Et enfin, je dirais qu'il y a une approche contemplative. Il y a des exercices de pleine conscience qui nous permettent de voir comment ça se déploie, comme par exemple, nous avons des réactions par rapport à la situation du Covid, qui nous a aussi permis de comprendre ce que, dans ce cas-là, l'art peut vouloir dire à certains individus, si chacun en a sa réaction. Pour ceux qui sont intéressés par cela, nous, au Centre Greater Good Science, nous avons voulu étudier l'empathie de tellement de différentes façons. Nous avons fait des études dans les écoles, dans les hôpitaux, euh, dans les musées, dans des zoos même, dans toute institution publique où le bien pour tous est facilité. Et si vous êtes intéressé dans les sciences, notamment pour l'empathie, vous pouvez consulter nos cours en ligne ou même aller visiter le site ggia.berkeley.edu pour essayer de communiquer, partager et essayer de nous faire refléter la compassion des uns et des autres. Et nous avons quelques exercices qui peuvent être intéressants. Et dans ce partenariat, ayant vu ma vie changer complètement en visitant, en voyant des expositions de Jim Coger, ce maître hollandais dans les humanités scientifiques ou même dans le cœur de l'art, où nous avons vu cette superbe opportunité de pouvoir retourner à ce qui définit véritablement l'art et de pouvoir le faire partager à un maximum de personnes. Merci infiniment de m'avoir permis de participer à cette conversation. Merci beaucoup. Et sans trop me tarder, je vais passer de la perspective psychologique vers la biologie. Et à Hélène, bonjour et merci de m'avoir invité aujourd'hui. J'espère que vous pouvez m'écouter et voir les diapos. Donc, je vais parler des recherches que nous avons faites qui se concentrent sur comment comprendre les évidences de l'impact de l'art avec tout ce qui est culturel est basé sur la participation, développer les nouvelles méthodes et quelles sont les méthodes ou les approches qu'on peut utiliser pour mieux comprendre l'interaction des individus avec l'art. Donc, je vais aussi parler brièvement sur comment traduire ces recherches et utiliser tous les aspects de nos musées d'une façon très efficace en se concentrant sur l'égalité. Donc, nous travaillons avec plusieurs organisations de musées culturelles, artistiques et avec plusieurs fournisseurs. Mais c'est surtout les participants avec qui on travaille. On se concentre surtout sur l'audience qui ne sont pas déjà en train d'utiliser ces organisations et non pas des utilisateurs. Donc, par exemple, des hôpitaux, dans le domaine aussi de la santé et comment utiliser ces ressources en collaboration avec tous nos différents partenaires. Il faut commencer par se poser la question,
pourquoi les musées? Les musées sont des endroits ne sont pas des endroits pour penser à la santé publique, mais nous avons parlé des relations, des espaces, de l'interaction sociale et aller au-delà de cela et juste un endroit d'apprentissage, de discuter et de réfléchir à la vie. Et c'est quelque chose que nous avons déjà entendu aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est comment vraiment reconnaître ces sources culturelles et comment les inclure dans notre discussion contre de l'empathie. Donc, il faut utiliser plusieurs méthodes, méthodes quantitatives, qualitatives, etc., parce que je pense qu'il faut dire qu'on veut mieux comprendre l'expérience du participant et s'assurer que nous avons les meilleures offres disponibles dans ces ressources extraordinaires que nous avons dans nos musées et dans nos collections. Donc, on se concentre sur comment capturer le quantitatif, le bien-être logique, la santé logique, la santé générale, et nous avons développé notre mission qui est une réponse à toute une gamme de pléthora de mesures qualitatives et quantitatives qui existent dans le domaine de la santé, mais qui n'ont pas été développées. On examine des sources d'interaction, surtout au niveau de la culture. On a fait beaucoup de travail concernant les méthodes de participation, comment mener les participations et comment les impliquer dans ces rencontres, et aussi examiner la façon de coproduire des méthodes avec des professionnels de la santé, des participants qui travaillent dans le domaine de santé, et une grande partie est liée aux différentes approches qualitatives que nous utilisons. Je ne vais pas passer dans les détails, mais juste dans la transgression, c'est quelque chose, c'est une mesure que nous avons développée en tant que réponse contre les retours que nous avons eus dans les musées et dans les organisations où les participants peuvent parler de leur impact positif et négatif. On a visité plusieurs gammes de musées et différentes sortes de présentations. Nous avons travaillé avec le centre Eldorado, et on est parti de l'isolation, de aussi la visite des musées. À gauche, dans la charte à gauche, vous pouvez voir que comment les précisions, la participation des individus dans les activités de musée, et au début de ces 10 semaines, et comment la transformation était un triangle, et en comparaison avec la fin. Donc, d'une façon statistique, les données ont démontré que les participants ont amélioré d'une façon significative leur bien-être dans un délai de 10 semaines. C'est excellent en examinant les différentes données quantitatives que nous avons eues et les méthodes. Nous avons pensé aux activités spécifiques qui ont eu lieu avec l'engagement dont nous avons discuté. Ici, une mesure dont on a discuté avec les professionnels de la santé et les hôpitaux. Elle se concentre sur les différentes dimensions et on peut examiner les façons spécifiques de l'engagement avec l'art, les activités artistiques, que ce soit d'une façon logique ou artistique, et la coordination avec la précision et l'attention. Mais je crois que ce que nous avons trouvé, les choses les plus importantes que nous avons trouvées, émanent de la participation, où on a pu capturer la voix et les aider des participants et les aider comment à mieux s'engager et comment les musées ont impacté leur vie. Donc, je ne vais pas passer à travers tout ce qu'on a pu recueillir, mais ce sont juste quelques messages clés que nous avons trouvés dans les 10 années passées, et toute une gamme de différents musées et organisations artistiques. Encore une fois, je ne vais pas lister le tout, mais je vais parler de quelques exemples concernant l'isolation, la connexion avec les gens, l'interconnectivité que les musées peuvent offrir. Et le résultat le plus important, c'est l'opportunité d'apprendre et d'apprendre euh, euh, de nouvelles choses et de nouveaux talents, et comment ils ont
contribuer à réduire l'anxiété, à donner de l'espoir, de l'optimisme et de la joie. Et ils ont aussi amélioré l'estime de soi et aussi reconnaître le sens de l'identité. Ils sont aussi liés à l'interconnectivité. Ces opportunités ont donné des conversations positives entre nous-mêmes, nos familles et même les représentants du domaine sanitaire. Comment ceci peut fonctionner ensemble? Une façon très intéressante pour voir comment et pourquoi on travaille. Toutes ces ressources euh, sont efficaces. Pourquoi? Parce qu'il y a les différents aspects qui rentrent en jeu. Euh, Ce sont des expériences multisensorielles qui engagent le cognitif dans les différentes activités de jour et les gens se sont connectés d'une façon émotionnelle. Ils ont parfois une connexion émotionnelle qui peuvent être problématiques, mais il faut qu'il y ait aussi une connectivité émotionnelle. Passant au physique, il peut impliquer tout le corps de l'individu. Et au centre de ce lit, il y a l'élément de la créativité. Quand les individus travaillent ensemble dans des espaces qui sont associés à des objets, on peut en faire. On peut voir une connectivité autour de la créativité. Juste la dernière minute, je voudrais souligner quelques points qui pourraient vous intéresser. En Grande-Bretagne, on utilise ceci pour les professionnels, les praticiens, et qui sont intéressés par cette interconnectivité entre les musées et les espaces et les domaines sanitaires. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Il y a des cours en ligne, une introduction à la santé et d'autres, mais il y a aussi d'autres ressources qui pourraient vous intéresser. Concernant le domaine de la santé, les arts, le bien-être et plusieurs références qui soulignent qu'est-ce que nous connaissons déjà des bénéfices de l'engagement artistique. Donc, n'hésitez pas à utiliser nos ressources. Ici, d'autres ressources aussi, je vous passe les liens. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup des recherches extraordinaires qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Dernier point, merci beaucoup de m'avoir invité à cette excellente discussion. Oui, merci beaucoup pour avoir souligné aussi ces utilisations thérapeutiques des musées et de l'art. Et maintenant, je passe à notre prochain intervenant qui va ajouter un aspect de l'intérieur des musées. Bonjour, Marhaba, et merci beaucoup tout le monde. Excellente discussion jusqu'à présent. Donc, en préparation pour la session d'aujourd'hui et en parlant du Louvre Abu Dhabi qu'on a inauguré en 2017, j'ai commencé à parler de l'empathie avec des éducateurs et aussi des artistes. Et je me suis rendu compte que pour les professionnels et les éducateurs, on pratique la création des programmes pour le public afin de s'engager avec le musée. On n'a pas toujours la chance de se poser et de réfléchir et de remettre en question surtout la question de l'empathie. Donc, ce fut vraiment une expérience exceptionnelle dans la préparation et la recherche de l'empathie pour voir si on a pu être aligné avec le thème de l'empathie et les recherches qui honorent les perspectives de l'autre et reconnaître les nouvelles notions. Donc, l'empathie vraiment nourrit la connexion et rend nos visiteurs et nos communautés meilleures. Donc, ces connectivités sont importantes et en tant qu'un musée jeune du 21e siècle, Louvre Abu Dhabi n'a pas seulement l'avantage d'expérimenter et de changer les programmes que nous faisons, mais aussi d'apprendre des recherches de nos collègues, les institutions, et de profiter pour dire que nous commençons sur la bonne voie et aussi mieux comprendre l'empathie, même quand on la définit pas et elle n'est pas étiquetée, mais elle est vraiment inculquée dans
toutes les activités que nous faisons pour la réponse esthétique, la motivation et le catalyseur est toujours ancré par la collection et le récit du musée, mais on est centré sur l'individu et la communauté. Et ici, il y a la communauté académique et non académique, le travail avec le gouvernement et les entités non gouvernementales, ainsi que l'engagement avec les différentes parties de notre société. Donc, il nous reste un grand chemin à faire, mais je crois qu'on est sur la bonne voie pour aller de l'avant et nous avons beaucoup de choses à vous démontrer. Nous sommes aussi, nous nous concentrons sur les expérimentations d'une façon inclusive et c'est la situation à Louvre d'Abu Dhabi qui, depuis pas très longtemps, euh, pouvait accueillir des étudiants ainsi que des visiteurs pour examiner les œuvres d'art et même le bâtiment lui-même. Donc, je voulais juste souligner quelques groupes avec lesquels nous travaillons d'une façon proche au musée. On se premièrement sur la communauté éducative. Depuis le départ, nous avons travaillé avec le ministère de l'Éducation pour accueillir les écoles et les apprenants. Et jusqu'à aujourd'hui, on a pu accueillir 400 000 élèves jusqu'à présent. C'est incroyable et notre approche et l'interprétation, le récit, sans oublier le fait historique, les artistes, mais les mettre ensemble, donner cette interprétation et créer notre propre récit. Le développement des entreprises, nous avons travaillé sur des projets à long terme. On a invité les élèves, les étudiants à étudier les collections. On a le temps à rechercher et donner leurs propres interprétations et voir comment ils exprimaient leur point de vue sur comment ils voient ou ils perçoivent ces collections. Nous avons aussi lancé une plateforme en ligne qui a engagé les écoles locales et avec les écoles internationales. On a commencé cette année. Euh, et elle discute les problématiques liées à la jeunesse, les problématiques qui les intéressent en relation à l'art et à la culture. En tant que musée, nous avons certainement, nous sommes partis au-delà du musée, on est sortis, on a fait des roadshows, des endroits éloignés, en dehors, on a parlé, on a visité d'autres Émirats, les Émirats sont composés de 7 Émirats, donc c'est un grand pays. Et puis, on a travaillé avec les personnes handicapées aux Émirats arabes unis. L'expression donc l'expression handicapé aux Émirats arabes unis n'est pas utilisée. On utilise le terme les individus de détermination ou à détermination qui a introduit cette terminologie pour reconnaître en fait leurs efforts. Donc, nous nous engageons avec les différents centres et les différents individus de ces centres et aussi les athlètes. On a accueilli à peu près plus de 1000 individus. Ce qui nous a permis aussi de travailler avec les personnes de détermination, c'est que le musée est complètement accessible et il facilite les visites pour les personnes de détermination. Et nous avons beaucoup de stations tactiles qui permettent ce genre d'interaction. Et maintenant, nous passons vers
la façon d'équilibrer l'éducation en ligne. Donc, les intérêts au volontariat qui créent des opportunités. On travaille avec les centres de jeunes et les orphelinats aux Émirats arabes unis. Notre partie du travail de communauté, c'est les Émiriens âgés. Donc, je vais parler de comment on travaille ici. Les Émirats arabes unis et le CCG sont ancrés sur le partage de l'histoire, donc beaucoup d'histoires que nous avons jeunes. Donc, il est très important en tant qu'institution de s'engager avec les personnes âgées, pas seulement de les accueillir au musée. Donc, on a pu les accueillir à plusieurs reprises dans le musée. Ils sont même venus dans les bus et ils étaient capables de s'engager avec notre équipe d'éducation. On a trouvé après que la façon pour laquelle ils étaient stupéfiants, c'est qu'il y avait une certaine connectivité avec les jeunes et les artistes. Et donc, dans l'histoire, on a pu connecter les âgés avec les arts locaux. Il a passé, on a fait des partenariats avec les écoles, voir ce qui s'est passé. La discussion s'agissait des objets du musée. Ils étaient tous assis dans un cercle et discutaient. Donc, ces sessions étaient de valeur et alors que le physique était de plus en plus difficile avec Covid, il fallait continuer à connecter avec nos Émiriens âgés à travers des sessions en ligne. Et maintenant, ils continuent à se concentrer et à regarder et concentrer sur un objet. Et maintenant, avec le confinement, ils ne peuvent pas sortir. Durant le confinement, nous avions eu des problèmes d'aller en ligne et dans tout ce qui est empathie vis-à-vis de la communauté, nous avons créé plusieurs ressources et opportunités d'apprentissage ainsi que des programmes sur le site web où les familles et les instituteurs ainsi que les parents peuvent aller sur le site et visiter le musée, des posts dans les réseaux de médias sociaux, des défis et en fait, des histoires visuelles qui sont disponibles tout le temps. Maintenant, en juin 2020, et après, on a ouvert le musée où on a utilisé le musée pour la culture, la communauté et pour les autres. Nous avons pensé que c'était une excellente perspective de travailler, pas seulement d'ouvrir et d'accueillir les individus en sécurité, mais de mieux comprendre. Nous avons commencé avec des sessions de prise de conscience avec nos équipes. Nous avons créé un webinaire où nous avons discuté avec différents professionnels et nous avons ouvert la discussion concernant la conscience et comment être conscient, des expériences et des exercices thérapeutiques. Et nous allons commencer le yoga prochainement. Nous offrons des programmes et des podcasts sur le fait d'être conscient et la conscience. Et nous avons de la chance de travailler avec quelques hôpitaux. Nous avons eu une visite d'un patient qui a été hospitalisé. Et sa première demande était d'aller au musée. Donc, la réaction immédiate que nous avons vue sur le patient qui était ravi, l'avantage maintenant c'est que c'est calme, mais que vous avez tout le musée à vous-même si vous décidez de vous rendre au Louvre. Donc, on va dans cette direction des visites de certains patients, des contemplations et continuer à travailler avec différents secteurs de notre communauté. Et puis après, nous allons passer vers les domaines spécialisés où on a besoin d'assistance et où on a besoin
de plus d'expertise pour travailler avec nous en tant que musée, qui est la voie que nous suivons et surtout avec les programmes que nous dirigeons, évaluer les programmes que nous faisons en ce qui concerne l'empathie et la conscience. Nous sommes ici juste pour faciliter et de donner du sens au monde où nous vivons, de connecter les mémoires à l'histoire afin que les visiteurs puissent se voir ou s'identifier à travers les objets d'art. C'est le vrai sens de la connexion. C'est tout ce que j'ai. Merci beaucoup. Bonjour, je vous suis tellement reconnaissante d'être là aujourd'hui, d'être devant vous, de participer à cette session. Et de toutes, peut-être que j'ai particulièrement une vision différente. Moi, j'ai peut-être une vision autre puisque je suis à l'extérieur, donc je voudrais peut-être que ce sera nouveau pour vous, en tout cas, je l'espère. Bien sûr, c'est un lieu différent également. Alors je suis, d'autant plus ravie d'être là parce que c'est pour aussi regarder, étudier, me pencher sur les travaux de mes, copanélistes et regarder l'empathie à cette jonction particulière. Quand je regarde le moment où je vis, il y a beaucoup de téléphones, d'écrans, il y a tellement de choses à acheter, que ce soit des produits, des denrées alimentaires et on peut se faire livrer à la maison, devant la porte et que et ensuite, je nettoie tout, je m'assure que tout, soit sûr. Regardez ce que la pandémie a fait de moi. Je suis vraiment très différente. Je m'envisage comme une source de contagion et les autres également. Chaque éternuement, chaque éclat de rire, chaque souffle. Donc, je garde les gens autour de moi vraiment à une distance, une bonne distance. Et cette situation, quand j'y réfléchis, c'est peut-être une métaphore même du musée. Parce qu'on met les choses au milieu et les gens, les sociétés, les communautés autour le regardent respectueusement. Et ça se passe beaucoup dans énormément de musées. Mais aujourd'hui, j'aurais voulu parler de cela, peut-être par rapport là où l'endroit d'où je viens, l'Inde, et notamment le musée dédié à l'art tribal. Pourquoi puis-je penser que c'est une tâche impossible de construire l'empathie à travers les musées? Alors, il y a quelques jours, je suis allée dans un musée extrêmement important pour l'anthropologie avec des personnels importants. Quand je l'avais visité dans le passé, pour moi, je trouvais que leur narration n'était pas très originale. Elle suivait un sens chronologique assez banal. Et donc, ça vraiment traite des étapes de l'évolution humaine. Et j'ai eu donc un guide qui m'expliquait comme un guide, une visite guidée. Mais l'on m'expliquait pourquoi les peintres faisaient ces peintures. Et un artiste, ce monsieur, Cher Singh Babor, et à peu près une vingtaine de personnes comme lui, avaient été engagés par le musée comme
Parfois, ils faisaient le ménage, parfois ils faisaient le guide, parfois on leur demandait de venir peindre sur les murs des peintures tribales qui appartenaient à leur propre tribu. Et c'était des personnes qui travaillaient là avec un salaire minimum. Et par exemple, ils pouvaient être dans ce musée depuis presque 15 ans ou 16 ans. Donc, ce sont eux dont on a dû se séparer pendant le confinement. Et voilà, cette expérience de montrer une culture, pour moi, c'est un peu iconique, un peu emblématique de la manière dont l'Inde se comporte avec ses marginaux, nos autochtones, par exemple. Les autochtones, si ce n'est pas depuis des centaines ou des milliers d'années, ont dû quitter leur terre et entrer sur des terres que personne ne voulait, que ce soit les Rocheuses, par exemple. Et ce n'est que depuis ces terres, que depuis ces terres, et ensuite, on les a encore repoussés vers d'autres terres. Et au final, ce n'étaient pas des êtres humains avec une valeur humaine. Parfois, on voit des images telles que celle-ci, d'un village qui va être inondé par un barrage, et ces personnes ont refusé de quitter leur village, à moins qu'il n'y ait une compensation à la hauteur de leur perte. Et cela montre comment ces gens sont traités, la différence entre, d'un côté, on a nos tribus qui sont célébrées, qui sont fêtées. Là, vous voyez un festival. Et donc ça, c'est la narration officielle de l'Inde comme étant une société inclusive. Mais toutefois, il y a des institutions, des musées tribaux qui, en fait, mettent cela en question avec parfois des expériences de 19e siècle où l'on voit des personnes habillées comme la préhistoire, qui sont des chasseurs-cueilleurs. Et vraiment dans ce type de présentation, il n'y a rien de disruptif. On va dans le même narratif qu'on a eu depuis des décennies. Toutefois, même si ça, c'est réducteur, hein, cela a permis quand même de découvrir des talents absolument prodigieux. Peut-être l'histoire la plus triste appartient à l'artiste peut-être le plus extraordinaire, Jungle Chaichang, qui est un photographe. Jungle était berger, et il a été élevé en étant un petit berger. Et un jour, un musée s'est aventuré sur ces terres et a découvert les murs, les peintures qu'il avait faites sur les murs. Vous voyez ici un directeur de musée qui a vent de tout cela, qui vient et qui le prend sous son aile et qui va l'aider à développer sa carrière. Donc, Jungle va avoir donc, on va lui offrir un travail dans un musée, et il va pouvoir créer. Il va créer donc sur les murs, pouvoir exposer et pouvoir également exposer, notamment à Pompidou, comme en trouver un marché. Et voici, vous avez là, au niveau de la province, il a pu avoir un contrat assez important. Et voici un détail de l'une de ses peintures murales. Il y a beaucoup de choses qui volent, des poissons volants, mais hélas, tout s'est fini là. Lorsqu'un Japonais a décidé de recueillir une collection, et il a invité des artistes exceptionnels,
Et il a fait de cet endroit une résidence avec des locations mensuelles. Et pendant ce temps-là, les artistes faisaient des petites pièces qui étaient en fait vendues dans la boutique. Alors, quand ces artistes viennent d'un milieu pauvre, qui ne savent pas vraiment leur valeur, et sans pouvoir vraiment réaliser à quel point on leur donnait peu, mais Jungle est venu dans ce musée plusieurs fois. Il a certainement rencontré des gens importants, mais à la fin de cette année-là, il n'a pas voulu revenir chez lui. Il n'a pas voulu. Donc il y est allé finalement. Et au bout de 3 mois, il a pris froid, et il est devenu très angoissé. Et quand le musée lui a dit qu'il n'avait pas produit assez d'œuvres, il fallait qu'il reste davantage. Mais dans une lettre qu'il a écrite à sa famille, il lui dit: hier, nous sommes allés à Yokohama pour étendre mon visa. On me dit que je pourrais partir dans 3 semaines, mais je n'ai aucune confiance dans ce qu'ils vont pouvoir me dire. Je suis vraiment malheureux et je m'en remets à Dieu. Et c'est la dernière lettre qu'il a écrite avant de se suicider. Ensuite, il y a eu quand il est revenu en Inde, son corps a été honoré. Jungle, le Japon a voulu finalement le faire au Japon et le faire incinérer au Japon. Ce musée continue de commander des œuvres d'art, des artistes. Il y a également encore une exposition, l'exposition de cet artiste, Jungle. Et ailleurs, Jungle et sa mort l'a fait passer à un statut quasiment de Vincent van Gogh de l'art tribal. Les musées l'ont acheté. On lui a ajouté une valeur, et ces musées se partagent ces œuvres et enrichissent l'expérience des publics, et leur permettent également d'avoir un nouveau sentiment par rapport à cet art. Mais il faut vraiment se demander quelle empathie, quel effort d'empathie a été fait envers son art, envers lui-même. Il faudrait peut-être que nous réfléchissions davantage. C'est préserver l'art, bien sûr, mais qu'est-ce que consomme l'artiste au final? Beaucoup, beaucoup de choses. Vous nous avez donné une contribution particulièrement poignante. C'est à la fois merveilleux et à la fois extrêmement triste. C'est une transition que j'espère pouvoir faire avec mes autres participants, peut-être leur demander de réagir. Je ne vais pas être le médiateur, on va dire policier, donc peut-être qu'est-ce que vous voudriez ajouter, sur quoi voudriez-vous rebondir, que voudriez-vous dire? Lorsque vous disiez que l'empathie était un sujet, quelque chose qui vous élève, hein, c'est un genre de thème qui vous élève. Est-ce que cela vous a motivé à nous parler de cette histoire, de nous parler des intentions, spécialement quand elles sont saisies par des parties d'acquisition qui soient très égocentriques? Kavita.
Bien sûr, on peut avoir la perversion derrière chaque bonne intention. Mais j'adore les musées, je suis une grande fan, j'ai beaucoup de toute ma foi se porte sur ce qu'ils peuvent faire, mais également je comprends la possibilité qu'ils ont euh, des, de tout ce qui peut mal tourner dans les musées. C'est bien sûr le musée commence par M, mais l'autre volet de M, c'est aussi le marché. Et donc peut-être que ce qui a déchiré Jungle, c'est ce conflit entre le marché et l'art, hein. Mais également ce qui a ce qui a rendu les choses très tragiques, c'est également la personne, les murs qu'un musée crée. Son monde, le monde du musée, l'univers du musée est tellement différent de son monde à lui. Mais peut-être, ce qui s'est passé, c'est que la foi dans les possibilités universalistes de l'art, quand je vois ta créativité, je la reconnais, je me reconnais en toi, mais la foi là-dedans souligne les différences. Que, en fait, vous êtes en effet, c'est une manière, c'est impossible de le faire structurellement, de construire une passerelle. Et c'est quelque chose sur lequel il faut s'attacher et en tout cas approfondir. Et je me demande si ceux qui ont été impliqués dans ce projet ou de ce style ce- auraient été rencontré une telle situation cognitive, quelque chose, des passerelles impossibles à construire. Alors si je peux peut-être, l'une des présentations que j'ai vues dans une des présentations m'a fait sortir de moi-même. J'ai eu des feux d'artifice dans la tête. C'était un diaporama, un musée à Paris. Oh là 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 là, j'ai oublié lequel. Je crois que c'est le Trocadéro qui est maintenant le musée des migrations. Et ce musée était en fait occupé par... euh, il a été occupé. Donc l'idée était vraiment... c'était un petit peu le mouvement contraire. Ce musée a été occupé par des migrants qui allaient se faire expulser. Et pour moi, c'était une ironie suprême qu'on peut faire un musée qui célèbre le phénomène des migrations. Oui, nous comprenons que les migrations dans l'histoire ont été particulièrement favorables, ont créé le cosmopolitanisme. Et d'un autre côté, vous avez la réalité, ces immigrants qui sont recherchés par la police. Alors, vous voyez, vous voyez à quel point c'est paradoxal d'avoir la plateforme rhétorique et de l'autre côté, la réalité, le temps réel. Et oui, bien sûr, nous faisons tous partie d'un espace un petit peu plus grand, euh, les musées sont de plus en plus divers, de plus en plus pluriels, leurs actions également. Et je pense que cette dimension qui est assez implicite en fait. Alors, j'aimerais peut-être qu'en dites-vous, est-ce que vous pourriez peut-être réagir à cela? Bien sûr, vous avez tous parlé de toucher certains publics, certains univers à travers l'empathie, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai qu'on entend cela beaucoup au Royaume-Uni. C'est vraiment la fonction au cœur de l'emploi du musée, utiliser les ressources à cet effet. Et je pense que la pandémie a souligné toutes les inégalités et les personnes qui
qui ne peuvent pas, qui n'ont pas accès à nos magnifiques musées et espaces. Et comment d'arriver à avoir cette transition avec beaucoup de musées. Et pour certains musées ont dû complètement se réinventer et changer de stratégie de A à Z. Changer la description des emplois, les personnes même qui offraient ces fonctions. Pour certains musées, ils ont complètement changé de focale, que ce soit sur l'espace, que ce soit également par leur personnel, et réorienté sur des questions bien particulières. Et je pense que c'est quelque chose que nous allons voir se généraliser avec la pandémie et dans le monde post-pandémique. Et je crois vraiment en Angleterre que ça va se produire. Il y a des initiatives extraordinaires qui sont liées à cela, sur comment la prescription sociale peut être mieux liée spécifiquement pour atteindre certains publics, les publics qui ne vont jamais au musée. Pour certains, c'est des programmes supplémentaires ou certains publics. Au lieu de cela, on repense l'axe sur lequel les musées doivent travailler, et nos institutions également. Et je pense que c'est sur ça que le monde des affaires doit réfléchir. Merci. Il y a beaucoup des considérations morales extrêmement fortes derrière cela. Les musées reconçoivent la façon dont ils s'intéressent au public, comment paraître sous leur meilleur jour, et comment la façon dont ils le faisaient dans le passé n'était peut-être pas la meilleure. Donc, Elif, peut-être vous allez pouvoir nous parler de cela parce que c'est très, très développé. Et comment spécifiquement, comment est-ce que la situation sanitaire et peut-être les quelques années qui viennent, et avec un accès assez restreint aux collections musées, comment est-ce que vous avez réfléchi? Comment est-ce que vous pensez à cela? Merci. Écoutez, je voudrais partager une ressource par rapport à la présentation de Kavita. Il y a un groupe aux États-Unis qui a commencé ce mouvement qui s'appelle les musées empathiques, et les Empathetic Museums se concentrent sur l'empathie des musées, sur les pratiques de développement ainsi que même de recrutement et le description d'emploi, de postes, et les représentations de voix qui sont entendues, et comment créer un environnement inclusif et équitable. Et cela fait partie d'un plus grand effort de décoloniser les musées. C'est un partage d'état d'esprit plus universel, hein, et cela dépend du monde dans lequel on vit aussi. Mais en revenant à la question de Tom, je pense que les musées devront repenser à leur vision, leur mission, et comment ils envisagent de devenir plus pertinents pour la société. Je pense qu'un des résultats serait qu'ils deviendront plus des lieux de soins et de bien-être émotionnel, car la situation du Covid a eu un tel impact sur nous tous qu'on cherche aujourd'hui à être en compagnie de gens et dans des espaces sécurisés. Nous voulons avoir des dialogues avec d'autres et dans la même pièce, et même ce côté tactile où même nos sens sont si limités que nous ne sommes même plus capables de concevoir notre connectivité, si vous le voulez. Ceci me pose vraiment des défis importants, mais aussi des opportunités pour des musées, car habituellement, de la meilleure description pour décrire l'expérience empathique transformative et dans la création d'une vulnérabilité chez quelqu'un. Mais si ça ne se fait pas dans un environnement muséal, ça se fait dans un espace sécurisé. Et donc, vous n'êtes pas vraiment dans une situation en direct. Mais qu'en est-il de l'expérience de vulnérabilité? Nous avons tendance à
reprioriser ce qui est essentiel dans la vie. Et ce qui est essentiel et qui en ressort dans cette discussion sont nos morales, nos valeurs, nos attentes d'être un être humain. Nous avons cette vie ou plusieurs vies dans d'autres traditions, mais comment allons-nous utiliser ces opportunités qui se présentent? Et cela dépend toujours des musées. Les musées sont un outil, ce sont des plateformes disponibles qui nous permettent de repenser certaines choses, repenser les interactions humaines, repenser le comportement, le relationnel. Et alors que nous innovons dans les musées, nous pouvons tenter de créer d'autres espaces, des espaces nouveaux qui se concentrent sur ceci spécifiquement, le bien-être, la connectivité, et de retrouver un sens, notre objectif dans notre existence. Merci infiniment pour ça. Et j'ai besoin malheureusement de passer aux questions de mes participants. Et la question que je vous ai demandée était très similaire qu'une question posée par Maria, qui d'ailleurs félicite tous les participants qui ont été avec nous. Il y avait une question pour... Alors, je vais essayer de décrire ça. Excusez-moi, je tente de naviguer dans le questionnaire. Il y avait une question pour Hélène. Alors, dans les musées, dans les études, je vois que nous voyons différents sentiments générés par les visites muséales qui dépendent du type de musée, que ce soit des vieux musées, des peintures contemporaines, des photos. Et qu'en est-il des ressentis de bonheur lors d'une visite? Écoutez, vous savez quoi? Il n'y a pas, ça n'a rien à voir avec la collection, mais surtout la tâche associée à ce qui a lieu dans ces activités. Donc, si par exemple certains engagent avec la relation avec le tableau, avec les œuvres d'art, et nous avons ensuite ces pratiques qui peuvent à la fois comprendre les individus, les participants et les activités, quels sont leurs besoins et comment co-créer cela et les résultats aussi qui peuvent être créés. C'est souvent les aspects qui en ressortent. Avoir les personnes qui ont la connaissance de la connexion, c'est très bien, mais s'ils comprennent pas le participant, s'ils ne savent pas quel est son contexte, sa connaissance, et ça lui sera très difficile de co-créer ou de coproduire un programme et une activité qui serait vraiment bénéfique à tous. Pas tout le monde dans un groupe, quel que soit votre contexte, voudra s'asseoir et écouter un texte d'un présentateur, d'un orateur d'un professeur sur une collection particulière. Cependant, c'est des participants qui participent dans la coproduction ou la co-création d'activités comme Maria Mural l'a mentionné. Nous pouvons prouver que statistiquement, ce sera plus engageant. Donc, ayant ces experts avec les individus qui sont des experts comprendront comment nous pouvons faire participer les individus. Et je pense que c'est là la chose la plus importante. Nous voyons des musées avec différentes collections qui ont développé différents résultats en se basant sur la facilité, l'engagement de la facilité et l'intéressement aussi. Le meilleur aspect de cela, c'est que il faut voir à quel moment ces activités sont multisensorielles. Lorsqu'on peut faire intervenir la pensée critique, la conversation, le ressenti, ils se trouvent intégrés dans les conversations et à participer dans les actes physiques. Ça peut être la gestion d'un objet, le dessin ou même une sculpture. Il y a différents centres d'intérêt qui sont très importants. Effectivement, une de nos questions, Francesca Barci, nous demande justement spécifiquement la dépendance de l'empathie dans le partage d'un espace physique et que cela dépend de comment nos corps réagissent et interagissent. Vous savez, dans un espace visible tridimensionnel.
Y a-t-il une façon d'avoir encore une expérience culturelle multisensorielle dans un espace muséal virtuel? Ben, vous êtes au cœur du musée. Vous devriez être capable de répondre à cela. Vous avez eu le temps d'y réfléchir, n'est-ce pas? Je pense, comme je l'ai dit, en termes des visites, le nouveau chapitre pour nous se repose sur le numérique et comment développer cette innovation et rendre le musée plus accessible en ligne. Il y a tout de même cette interaction au sein du musée et rien ne pourra le remplacer. Il faut le concevoir même venant des panélistes dans les présentations hier qui ont eu lieu. Nous voyons comment cette question est très, très difficile à répondre, mais nous tentons tout de même de répondre de façon créative. Et en avril dernier, il nous a fallu continuer à interagir et à dialoguer avec nos invités. Nous sommes là des réalisateurs, on crée des films, on est des acteurs du matin au soir pour créer ce contenu, mais c'est la réaction initiale, elle est très réactive et heureusement. Mais en même temps, vous devez prendre un moment pour prendre du recul et c'est ce que vous permet de faire cette pandémie finalement, c'est de vous arrêter et de réfléchir. Donc, le processus, c'est de travailler avec des institutions, avec nos collègues, avec nos autres équipes pour continuer à offrir plus de solutions sur des produits innovants. Nous fêtons le 3e anniversaire du musée. Nous avons sorti Le Pulse du temps, Le pouls du temps, qui est un superbe film qui avait besoin d'un cycle audio. Il est disponible sur YouTube. C'est un film qui est incroyable, qui raconte l'histoire de la collection, mais qui est raconté par des voix sublimes. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo, The Pulse of Time. Ce sont des façons très élaborées d'engager et d'interagir avec cette collection et de permettre de communiquer. Donc, les tours de 360 degrés étaient disponibles, c'était super, mais que pouvons-nous faire de plus pour offrir cet accès à la collection? Et donc, ce que nous avons pu faire avec les étudiants se fait tous les jours. Nous voyons beaucoup de choses, nous avons beaucoup de choses qui a lieu aujourd'hui avec les adultes et tout aujourd'hui se base sur des applications ou même en ligne. Nous avons des applications pour les enfants, pour les familles. Vous pouvez scanner un QR code avec votre téléphone et vous pouvez même avoir cette conversation pour ceux qui ne sont pas capables de venir visiter. Tout est aujourd'hui fourni, mais nous avançons encore plus rapidement. Et il nous faut absolument rattraper le temps perdu, tout le travail que nous avons fourni. On me demande souvent pourquoi vous travaillez de chez vous 12 heures par jour. Ben, vous savez, en fait, notre temps de travail a doublé parce qu'avant, c'était très clair. On vient au bureau, on ferme à la fin de la journée, on éteint l'ordinateur et on rentre chez soi. Aujourd'hui, le fait de travailler de chez soi n'est pas plus facile, on va dire, mais il est doublement plus long, mais c'est toujours très intéressant et ça nous permet de rafraîchir notre créativité. Effectivement, de façon similaire, nous avons développé beaucoup de choses, effectivement. Souhaitez-vous rester avec nous un petit peu? Nous avons une petite observation qui a été faite par Noah, qui me dit de Pia. Elle me dit: «Je pense au musée qui démontre le Holocauste comme une belle époque d'évocation de l'empathie et d'autres musées et monuments de victimes de guerre et de massacres. Ici aux Émirats, nous avons des monuments des martyrs à Abu Dhabi, conçus par Idriss Khan, et cela approfondit la compréhension des visiteurs émiriens et internationaux sur la perte et l'empathie partagée. Alors effectivement, le Louvre fait partie de ces musées qui ont ouvert il y a 3 ans, mais il y a d'autres espaces artistiques comme le Guggenheim qui va ouvrir et le Musée national qui va ouvrir chacun dans un espace de 1 à 3 ans. Mais si on développe plus l'œil sur les monuments, cela est encore disponible. Donc la plupart des espaces dans les espaces publics sont ouverts avec évidemment la précaution de la distanciation sociale et les mesures de sécurité qui sont nécessaires à respecter. Mais il est certain
que l'audience doit aller visiter tout cela. Ce n'est pas limité à vous qui venez dans un musée, qui voyez une œuvre d'art sur un mur ou une sculpture, mais vous êtes toujours en interaction avec la ville et l'important, c'est là aussi. Nous sommes entourés par cette superbe corps d'eau et cet espace vert qui est là. S'il vous plaît, lorsque vous pourrez le faire, venez à Abu Dhabi nous rencontrer. Et alors que vous visiterez les espaces à l'extérieur. Il y a même maintenant un espace pour faire du kayak. Vous pouvez même faire de l'exercice. Donc, il y a la possibilité d'utiliser les espaces publics à l'extérieur pour que le public puisse profiter et réfléchir, que ce soit par rapport à la nature ou la lune, la pleine lune, ou pour faire des photos. Il y a toujours des activités physiques à pouvoir faire autour, qui se sont développées autour. Et ce travail artistique, que ce soit par rapport au musée du Holocauste ou le musée d'art moderne, c'est le genre d'expérience que vous recherchez, très bien, mais si vous voulez libérer votre énergie et être actif, c'est aussi ce que nous pouvons offrir. C'est pour ça que les musées sont des espaces publics et c'est important que l'on les maintienne comme cela. Merci beaucoup, merci. Pardon, je suis en train de lire les commentaires et les questions et je vois qu'il y a tellement de belles choses qui sont dites. Et une question peut-être à laquelle je pourrais répondre moi-même, qui demande si l'empathie était un concept universel ou si c'était contingent, dépendant du pays, des sociétés ou d'une période historique à une autre. Et ceci est une question profonde et vaste. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui, malheureusement, de l'adresser telle qu'elle le mériterait. Mais je dirais que l'universalité n'est jamais vraiment atteinte, mais c'est un objectif à atteindre qui est sous-entendu dans toutes nos idées. Il y aurait de plus en plus de centres d'intérêt, d'entente commune et pas de suppositions qui seraient dictées comme conditions humaines universelles que l'on devrait atteindre après une certaine évolution, comme on a pu l'entendre, comme Kavita le mentionnait, mais au contraire, de se pencher sur l'exclusion du fait que nos sphères ont été superposées les unes avec les autres et se retrouvent dans cette espèce de diagramme qui se perd le plus loin possible. Étant tout de même raisonnable, mais c'est essentiel dans l'inspiration et c'est ce que j'entends aussi dans le discours de Kavita. J'ai eu le plaisir de participer, de faire partie de cette recherche et je pense que nous avons atteint la fin de notre